Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de Nathan Dever et Jules Torres, on évoquait Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, qu'il a un petit peu, pour ainsi dire, remis à sa place, le ministre de l'Intérieur. Il a peut-être manqué une occasion d'agir de manière plus grande, non ? Non, parce que de toute manière, le président de la République n'a quasiment aucune légitimité aujourd'hui. La parole présidentielle ne pèse absolument plus aujourd'hui. On sait qu'Emmanuel Macron avait recadré ses ministres, il l'a déjà fait. C'était il y a un mois, lorsque Bruno Retailleau avait fait, vous savez, cette tribune dans le Figaro sur les énergies renouvelables et qui avait provoqué une première crise en réalité au sein du gouvernement. Il avait enjoint à ne pas parler des sujets qui ne sont pas les siens, omettant deux choses, que Bruno Retailleau est ministre d'État et donc il peut parler de tous les sujets puisqu'il a une prérogative interministérielle et que Bruno Retailleau était président des Républicains. Donc, de toute manière, moi je suis pas sûr qu'on aurait eu des débouchés très intéressants et très concrets de ce rendez-vous entre Bruno et Retailleau et Emmanuel Macron. Non, mais c'est ce que ça dit de la relation. C'était sur la crise algérienne et on sait qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une tension au sein du sommet de l'État. Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, ils sont d'accord sur pas grand-chose. On le savait avant même que Bruno Retailleau arrive au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, évidemment, Bruno Retailleau ne peut pas montrer qu'il collabore, si je puis dire, à ce macronisme finissant. Et donc c'est pour ça qu'il, avec certaines notes, avec des pointes, il a certaines ruptures et il fait exprès de montrer qu'il a vraiment, il soigne ses différences avec Emmanuel Macron. Tenté qu'on ne l'ait pas compris, Nathan Dever. Déjà, quand vous dites, Jules, que le président n'a aucune légitimité, n'a plus. Si Bruno Retailleau avait le quart du 12e du tiers de la légitimité du président de la République, il pourrait s'exprimer autrement. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, ce n'est pas que Bruno Retailleau exprime sa différence vis-à-vis du macronisme. Non seulement c'est son droit, mais je pense que c'est son intérêt, que c'est légitime et que c'est sa stratégie, c'est tout à fait légitime. Ce qui est gênant dans les déclarations qu'il a faites à valeur actuelle, c'est qu'il nie l'existence de son adversaire. Il n'a pas dit. Alors, Bruno Retailleau n'a pas dit. Pas de son adversaire. Son adversaire, c'est le macronisme. Bruno Retailleau n'a pas dit le macronisme existe. Et je ne suis pas macroniste. Il aurait pu dire ça. Le macronisme est dangereux pour la France et moi j'ai un autre projet. Bruno Retailleau dit le macronisme n'existe pas. Non, il dit ça sera la fin du macronisme au départ d'Emmanuel Macron. Ça revient à dire ce n'est pas une idéologie, ça n'existe pas. Mais est-ce que vous êtes capable de me résumer le macronisme ? Je peux vous dire une chose de façon absolument certaine, c'est que les électeurs d'Emmanuel Macron ne voteront pas pour la droite identitaire de Bruno Retailleau, ou alors à la marge. C'est-à-dire que il a des super dans tous les sondages d'opinion, il est très populaire chez les électeurs Renaissance. L'histoire des droites, entre la droite orléaniste, légitimiste, bonapartiste, etc. La droite de Bruno Retailleau, qui est une droite identitaire, n'a juste absolument rien à voir avec la partie de droite du macronisme. Et n'a absolument rien à voir même avec Édouard Philippe. Ce n'est pas nécessairement une droite identitaire. Moi je prends le pari avec... C'est évidemment une droite identitaire. Là, il vient de là, Bruno Retailleau. Il vient de là, c'est toute sa trajectoire politique. C'est une droite qui a des accents identitaires, hyper conservatrice et identitaire. Et avec l'idée d'une subversion migratoire, avec l'idée d'un ensauvagement, avec l'idée d'une identité de la France qui serait menacée par un certain nombre de problèmes extérieurs. C'est son droit d'ailleurs d'avoir j'ai l'impression que ces craintes-là, elles n'étaient pas essentiellement exclusives à Bruno Retailleau ou au gouvernement. François Bayrou a parlé de submersion migratoire. Gérald Darmanin parle d'ensauvagement de la société. J'ai pas l'impression qu'ils soient les représentants d'une droite identitaire. Mais en réalité, ce que je voulais dire sur Emmanuel Macron, qui n'a plus de légitimité, c'est qu'il ne tient plus personne. Il a un Premier ministre qui s'est autonomé à Matignon. Il a un gouvernement qu'il ne tient plus puisqu'il n'a nommé aucun. Normalement, le président, le Premier ministre propose et le président dispose. Là, c'est le Premier ministre qui a choisi et qui a disposé. Donc en réalité, c'est pour ça qu'il ne contrôle plus personne et qu'on savait qu'on n'en tirait rien de ce rendez-vous. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'Emmanuel Macron critique aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a fait à François Hollande. C'est là où c'est quand même exceptionnel. Dès l'année 2015, quand Emmanuel Macron commence à dire... Il l'a fait peut-être un peu plus tard quand même, Jules Torres, non, on est 2 ans avant. Dès 2015, quand il commence à aller chercher à Londres des fonds et qu'il sait très bien qu'il va être un chouïa moins visible. Oui, mais en fait, le problème, c'est que on n'était pas du tout dans la même configuration politique. C'est-à-dire qu'il y avait 340 députés socialistes. François Hollande était certes pas dans la meilleure forme de sa vie en termes sondagiers.
il avait une assise électorale et parlementaire beaucoup plus forte qu'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là où je vous dis qu'il a plus de légitimité, c'est qu'il a aucune autorité sur ses ministres, il a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et pardonnez-moi, dans les sondages et dans les dernières élections qu'on a eues, il a perdu les élections législatives de 2022, il a perdu les européennes de 2024, il a perdu les législatives de 2024 et le dernier baromètre IFOP le donne à 19% de Français satisfaits. Je prends un pari avec vous. Vous êtes un fin analyste de la vie politique. Des présidents dans l'histoire qui ont pu baisser de popularité en fin de mandat, ça existe. Bruno Retailleau a une hausse de popularité 2 ans avant une élection présidentielle. Ouais. Il vient de nulle part. Il vient de nulle part au sens où il n'avait pas une popularité nationale présentée comme présidentielle. Il vient de nulle part. Et je pense que cette forme d'hubris qui est la sienne, alors que d'ailleurs Emmanuel Macron... Je pense que c'était pas exclu. Il venait encore moins de. Oui, mais je pense que Emmanuel Macron aurait peut-être pu éventuellement ne pas complètement être opposé à la candidature de Bruno Retailleau. Mais le fait que Bruno Retailleau ait cette forme d'hubris 2 ans avant la présidentielle, en général dans l'histoire de la Ve République, quand quelqu'un se prend à se comporter ainsi 2 ans avant l'élection, on sait comment ça finit. C'est vrai qu'il part tôt, parce que tout le monde a en tête quand même Jules Torres. On va pas se voiler la face. Tout le monde a en tête 2027. D'ailleurs, le maire aussi de Cannes, vous avez entendu. Absolument. David Lisnard qui appelle les formations de droite à se mettre d'accord sur 10 mesures. Il y a une stratégie plus intelligente. Il est moins dans l'attaque frontale, et il est dans la préparation calculée de quelque chose. Il est moins en première ligne. Non mais alors, attendez, David Lisnard qui appelle donc à des primaires ouvertes à droite pour désigner un candidat unique à la présidentielle. Il sera d'ailleurs notre invité demain sur Europe 1, David Lisnard. Il la voit autour de mai, cette primaire, Jules Torres? Non mais elle a extrêmement bien marché, la dernière primaire ouverte des Républicains. Oui. Elle a extrêmement bien marché, mais elle a terminé avec une candidate qui fait moins de 5% à la présidentielle, ce qui est un score historiquement faible pour la droite. Et moi, je pense, à titre personnel, après, c'est pas une vérité générale, que la primaire est une machine à perdre, en effet. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on la situe. David Lisnard nous dit que c'est du centre-droit à la droite dure. Est-ce qu'on intègre, par exemple, quelqu'un comme Éric Zemmour? Est-ce qu'on exclut complètement le Rassemblement national, alors qu'aujourd'hui, LR ne pourrait jamais gagner s'il ne récupère pas les électeurs du RN? Bruno Retailleau n'a pas l'air très chaud non plus pour une union des droites. Je pense que Bruno Retailleau, il a aucun intérêt aujourd'hui à être pour la primaire, vu l'hubris dont on attend parle, vu la cote de popularité qui est la sienne aujourd'hui. Mais c'est intéressant, moi je trouve, ce qu'il fait, c'est que en disant finalement, non pas que le macronisme n'existe pas, ça je suis pas tout à fait d'accord, il dit que le macronisme a existé, qu'il terminera avec Emmanuel Macron, mais que le macronisme, qui est une sorte de en même temps, condamne à l'impuissance. En réalité, c'est une analyse politique qu'on peut faire. Le en même temps, on l'a beaucoup critiqué depuis des années. Sur la question algérienne, on a aussi dit en même temps. Sur toutes les questions migratoires, sécuritaires et même d'économie, on a dit en même temps. Qu'est-ce qu'il fait, Bruno Retailleau? Eh bien, il va séduire un électorat de centre droit qui pourrait être potentiellement celui d'Édouard Philippe, qui commence à agacer, qui commence à être agacé par les postures d'Emmanuel Macron, notamment sur ces sujets où on sent que quand même dans l'opinion, il y a un durcissement sur les questions migratoires, sur les questions sécuritaires, et Emmanuel Macron n'a pas vraiment beaucoup fait sur ces questions-là. Donc c'est pour cela que Bruno Retailleau le fait. Séduire de la droite dure, comme vous dites, au centre droit. Pour l'instant, Bruno Retailleau séduit plutôt, du centre droit, les électeurs, mais même 2/3 des électeurs du RN. Ça ne veut pas dire qu'il va les récupérer. Parce que moi, je pense que le problème pour la droite, il est là. Je pense que les électeurs qui sont partis au Rassemblement national ne reviendront jamais. Jamais. Et d'ailleurs, on le voit, Bruno Retailleau a des très bons sondages. Il a des sondages à 10, 12, 13%. Qui ne font jamais baisser Marine Le Pen ou Jordan Bardella selon les hypothèses. Donc c'est bien que l'électorat qu'il va chercher, c'est qu'il ressuscite une sorte d'électorat de droite qui ne se retrouvait plus dans le jeu politique, et il a récupéré aussi les électeurs déçus du macronisme. Bruno Retailleau agace beaucoup le RN. C'est peu dire. Nathan Devers sur l'analyse, c'est intéressant, c'est vrai. Ce que vient de nous dire Jules Torres. Il y a plusieurs. D'abord sur le RN, il y a 2 RN, comme tout le monde le sait. Il y a le RN entre guillemets du Nord, c'est-à-dire d'un vote de gens qui ont mal vécu la désindustrialisation et qui se retrouvent, qui ont été poussés dans le RN et dans le RN de Marine Le Pen vers le RN de Marine Le Pen par leur paupérisation. Et puis il y a le RN du Sud. Du Sud-Est, quoi. Le RN du Sud-Est, peut-être que Bruno Retailleau aurait des choses à leur dire qui pourraient les intéresser, précisément parce que c'est un vote essentiellement, et c'est pas une critique, c'est un constat identitaire, et que Bruno Retailleau, j'insiste là-dessus, c'est ça sa marque de droite par rapport à d'autres personnes, même par rapport à quelqu'un comme Laurent Wauquiez, c'est que c'est quelqu'un qui, on peut lui reconnaître la constance, qui a toujours été dans cette vision-là de la société française et du rôle que la droite devait avoir dans la vie politique. Messieurs,